Bonjour les amis, je vous retrouve encore aujourd'hui, bienvenue dans Parcours Études et précisément dans l'épisode 6 avec Sam Silla qui est notre invité. Elle va nous accompagner tout le long de cette émission et on parlera de ses expériences. C'est quoi Parcours Études? Parcours Études est un concept d'émission qui a pour but de pouvoir retracer tout simplement les expériences académiques des étudiants étrangers, question de faciliter l'insertion de nouveaux dans le pays d'accueil, mais pas que, de leur permettre aussi de comprendre leur environnement à travers toutes les histoires en fait qui seront racontées dans la chaîne. C'est tout simplement ça le but de Parcours Études. Et aujourd'hui, comme je disais en amont, j'ai reçu Sam Silla. Sam Silla, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Samsilat Moussayari, d'origine béninoise. J'ai 23 ans et je suis dans ma quatrième année en France. Enchantée. D'accord. D'accord, Sam Silla, ta quatrième année en France. Donc, Ouais, avoir 4 années ici, ben, ça veut dire qu'on a vécu pas mal de choses. Donc, on va devoir parcourir tes 4 années d'études qui vont sûrement aider beaucoup d'étudiants, étudiantes qui vont pouvoir suivre cette émission. Du coup, avant de commencer, tu as commencé tes études dans quelle ville en France? En France, j'ai commencé à La Rochelle. J'ai fait tout mon parcours là-bas. J'ai fait 3 ans d'école d'ingé là-bas, à l'EXI de La Rochelle. D'accord. Donc, avant d'être en France, tu étais au Bénin. Et ensuite, après le bac, tu es venu en France. Bon, après le bac, j'ai fait un cycle préparatoire au Bénin. Et le cycle préparatoire était en partenariat avec l'EXI de La Rochelle et les Sigilec de Rouen. Ben, j'ai préféré venir à l'EXI parce que dans la formation, ils offraient quelque chose de plus, c'est-à-dire le management. Donc, Mhm. tout ce qui est management. Et j'avais pour ambition déjà de base de finir et de créer une entreprise. Donc, moi, je voyais ça comme un plus dans mon parcours. Donc, c'est pour ça que j'ai privilégié l'EXI de La Rochelle. D'accord. Mais du coup, je la pose souvent cette question. Mais pourquoi la France? Pourquoi pas d'autres pays francophones? Il y a la Belgique, voilà, il y a d'autres pays. Mais pourquoi la France? De base, je dirais qu'après le bac, je ne me voyais pas quitter le Bénin. Mais j'avais quand même envie d'aller explorer quelque chose d'autre. Et mon école, comme je l'ai dit tout à l'heure, était en partenariat juste avec la France. Parce que de base, moi, ce que je visais, c'était les États-Unis. Donc, je me disais que peut-être après mes études au Bénin, j'allais avoir une opportunité là-bas pour aller peut-être faire 2, 3 ans et revenir. Mais puisque j'ai eu l'opportunité de venir en France à travers mon école, le cycle préparatoire, ben, je me suis dit pourquoi pas, ça aurait pu être un tremplin pour que je puisse atterrir aux États-Unis. D'accord. Mais du coup, la barrière de la langue, elle t'inquiète pas un tout petit peu pour les États-Unis, pour aller travailler là-bas ou vivre là-bas, ou bien tu te sens assez à l'aise pour vite t'adapter linguistiquement parlant là-bas? Non? Je dirais qu'aujourd'hui, je sais que j'aurai des choses à apprendre encore, mais sinon, j'aime beaucoup l'anglais. Donc, je vois ça un peu même comme une deuxième langue maternelle, même si je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais j'aime beaucoup l'anglais. Donc, pour moi, ce serait beaucoup plus un avantage qu'un frein. D'accord, elle est plutôt très ambitieuse, hein. Ça, on apprécie ça dans l'émission, hein. Mais du coup, tu arrives en France après tes démarches. Donc, tu arrives en France et déjà, avant d'arriver en France, est-ce que tu as des amis des amis ou de membres de ta famille qui t'ont parlé de comment est-ce que ça se passe en France, de la vie en France ou pas? Je dirais très brièvement parce que comme mon école était en partenariat, ici on vient en groupe. Et donc, on avait des aînés avec qui on était en contact. C'est eux qui nous ont dit comment la France était. Mais je dirais qu'à chaque fois, ils ne nous parlaient pas forcément de tout ce qui n'allait pas en France. On nous disait les choses, mais je pense que on était tellement dans l'expectative de vraiment voyager qu'on ne se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait et de ce qu'ils disaient qui pouvait être un frein à notre arrivée. Donc, par exemple, que des fois, ça pouvait être difficile. On pouvait se dire, oui, mais c'est peut-être difficile pour vous, mais nous, ça ne sera pas forcément la même chose. Donc, voilà. Donc, c'était juste quelques retours d'expérience par-ci, par-là. D'accord, bah c'est intéressant. Au moins, au moins hein, tu as été un tout petit peu préparé par rapport à ton arrivée, même si t'en parlais sûrement que des choses qui marchaient et non ce qui ne marchait pas. Mais du coup, quand toi t'es arrivé en France, t'as pu constater quoi par rapport à tout ce qu'ils t'ont dit? Est-ce que ça révélait un tout petit peu la réalité française ou bien quand t'es arrivé, tu as plutôt été un peu déboussolé par rapport
à tout ce qu'ils t'ont raconté? Bon, je dirais que un peu des deux. Je n'ai pas vraiment été déboussolée parce que comme on était en groupe déjà, c'était assez facile de s'adapter, de s'intégrer, de vite grandir dans ce milieu. Et ce qui était difficile au début, c'était les cours parce qu'on est venu un jeudi et le lundi, on commençait les cours. Sauf que non, puisque on était dans un cycle préparatoire, on n'avait pas les mêmes cours que ceux qui étaient en prépa intégrés. Donc, on avait eu des semaines très intensives au début où il fallait faire des cours supplémentaires, des cours du soir. Après 19 heures, on restait pour pouvoir faire des cours, pour pouvoir nous mettre au pas par rapport à ceux qui ont fait la prépa intégrée. Donc, je dirais au début, c'était difficile de se trouver un rythme. En plus, on vient, il y a le changement climatique. À 22 heures, il fait toujours jour. Mm. C'était quelque chose, mais je dirais qu'au fil du temps, on finit par s'adapter. Sachant que la troisième année, c'est aussi un peu comme la prépa, c'est-à-dire que c'est assez dense. Il y a plein de choses à apprendre en même temps. Donc, c'était un peu mitigé, mais sinon, la première année, ça allait quand même. Et puis après, on est Oui. entré en confinement, donc c'était plus simple. Mais du coup, tu as dit que quand tu es arrivé, en fait, vous étiez en groupe. Je voulais dire que vous avez, t'as voyagé avec un groupe d'autres étudiants, c'est ça? Ou Oui, bien c'est quand tu es arrivé que tu as intégré un groupe? non, c'est qu'on a voyagé en groupe parce que on est parti en groupe du Bénin, de la même école, on a fait les mêmes D'accord. démarches, on a pris le même vol. Et quand on est arrivé, l'école d'ici, ils avaient loué un bus pour nous. Donc, on a pris le bus, on est venu, on est allé à La Rochelle, de Paris, on est allé à La Rochelle. Et puis voilà, donc on était vraiment en communauté et on était tous dans la même résidence qui était à, je dirais, 3 minutes de l'école. Donc, c'était quand même assez cadré et assez simple de s'intégrer. D'accord. Donc l'encadrement, il a été bon, quoi. Dès ton arrivée, le fait d'être en groupe avec d'autres personnes, mais ça te facilite quand même, bon, pas forcément l'intégration, mais ça te permet de ne pas te sentir seul et de travailler en groupe, quoi, de faire des choses en groupe et apprendre en groupe, ce qui est t'es la première personne qui passe à l'émission, en tout cas, et qui tombe dans ces cas-là où tu arrives en groupe avec tes autres collègues et vous habitez la même résidence en Oui. groupe. Du coup, pour toi, ça a été un grand avantage, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler plus par rapport à ce que ça t'a apporté au début? Alors moi, je suis déjà quelqu'un, je ne suis pas très sociable, mais quand je trouve mon cercle, je suis hyper sociable et très attachée à ces personnes. Donc, quitter la maison pour ici, c'était un peu un grand, comment je vais dire, un grand changement parce que j'avais l'habitude d'être entourée de mes parents, de mes frères et venir ici, j'avais plus personne sauf que je me suis rendu compte que j'avais quand même des personnes, les personnes qui étaient là avec moi et facilement on s'est beaucoup rapprochés. Donc c'était quand même un grand avantage. Moi, ça m'a permis de ne pas me sentir seule, d'avoir quand même des personnes sur qui compter et c'était un gros bonus. C'était un gros bonus comparé, par exemple, à une personne qui venait seule. Moi, par exemple, si j'étais venue seule, ça aurait été trop compliqué. Limite, je serais rentrée même, peut-être, je ne sais pas. Mais être en groupe, en communauté, c'était vraiment bien. Ok. Mais du coup, au sein de l'université, vous vous êtes retrouvés aussi dans la même classe? Alors, ce que l'école faisait, c'était que dans une même classe, comme on n'était pas hyper nombreux, je pense qu'on était 22 quand on est arrivé, ils nous ont dispatchés. Donc, on pouvait se retrouver à 2, 3, 4 ou 5 dans un même groupe. Dans un même groupe, bon, en amphi, oui, puisqu'il y avait tout le monde dans toute Ouais. la promotion. Ensuite, il y avait des groupes Ah de oui, TD. du groupe de travail. Mm. Ouais, il y avait des groupes de travaux dirigés. Et dans les groupes de travaux dirigés, on était en nombre plus restreint, donc on pouvait se retrouver, je dirais, à 6. Et il y avait des groupes de TP, on pourrait se retrouver 2 ou seul ou 3, ce qui permettait Mm. vraiment de pouvoir quand même, on avait quand même la possibilité de s'intégrer avec les autres membres de l'université. D'accord. Si je posais la question, c'est parce que je ne savais pas si c'était une école privée ou une école publique, tu vois. Et vu que là, tu vas me parler d'une amphi, donc je me suis dit, bah, c'est une école publique. Et du coup, C'est une école privée. est-ce- ah, c'est une école privée. Oui, c'est une école privée. Une école privée avec une amphi. Oui, oui, il y avait des Ah, amphis. c'est la première fois. Mais, mais c'est la première fois. En tout cas, c'est la première fois. Et c'est quelle école, en fait? Alors, c'est l'EXIL, École d'ingénieurs généralistes et de systèmes informatiques de La Rochelle. D'accord.
Ok, Ouais, avec des amphis, ok. oui. Ok, ça, c'est la première fois que j'entends de parler de ça, en fait. Ouais. Et du coup, tu payais combien le frais si c'est pas indiscret? C'était dans les 7 000 euros. Ouais, 7 000 euros, 7 000 quelque chose l'année. Ok. Ouais. Donc, c'est important pour les auditeurs. Je vais rappeler que, bon, en fait, si vous voulez venir en France, soit vous pouvez venir dans une école, étudier dans une école privée ou une école publique. Une école publique, c'est une école qui est prise en charge par l'État. Donc, le frais académique coûte moins cher. Et une école privée, par contre, c'est pas une école prise en charge par l'État. Donc, on paye beaucoup plus cher. Ouais. Mais il y a quand même des avantages, beaucoup même quand on est dans une école privée, regardez la façon dont Samsila a été accompagné jusqu'en France. Donc, je trouve que tu vois, vous avez été bien encadré, surtout Mhm. depuis votre arrivée jusqu'à ce que vous êtes installé et tout. Là, vous fréquentez la même école et autres. En Ouais. tout cas, bah, c'est bien parti du coup. Et, ouais. Et ta première année, tu m'en as parlé un tout petit peu, mais je vais quand même creuser un peu. Mais tu commences dans une amphi. Je crois donc que c'est pas un environnement que tu avais l'habitude de fréquenter quand tu étais au Bénin. Je sais pas, peut-être tu me diras le contraire. Mais si c'est pas le cas, comment est-ce que tu as vécu le fait bah, déjà de bosser, d'étudier avec, je les appelle les locaux, bah, les habitants du pays d'accueil en fait, ou les étudiants du pays d'accueil. Mhm. Et comment est-ce que tu vis le premier contact déjà avec eux à l'école? Ok. Je dirais d'abord le premier contact, c'est avec les membres de l'administration. Ok. Parce que le premier jour, quand on est arrivé, le premier soir, il y avait plein de membres des membres de l'administration, du coup. Ils sont venus nous Ouais. accueillir et c'est là qu'ils nous ont accompagnés pour faire toute la paperasse. Donc, créer Mhm. un compte bancaire, tout était déjà créé, il suffisait juste de signer. Donc, accompagnement pour la SMERA, pour toute cette démarche administrative-là, quand même. Donc, le premier soir, quand on vient, c'est ce qu'on fait avant d'intégrer nos logements. Et les logements aussi, on avait déjà tout signé. Donc, le premier contact, c'était vraiment ça. Et ils étaient très accueillants. D'accord. On était très accueillants. Tout le monde était content de nous voir, ce genre de choses. Et la semaine qui a suivi les cours, bah, je dirais que à l'école, aussi préparatoire, c'est le cycle préparatoire Père Opia que j'ai fait au Bénin. Ah, ok. Et dans ce cycle préparatoire, on avait quelques cours en amphi. On avait un amphithéâtre. Et bon, c'était pas que toute la promotion forcément qui était dans l'amphi, mais on pouvait se retrouver à faire un cours ou deux en amphi. Par exemple, les cours de langue, on nous mettait tous dans la même salle et la salle qui pouvait nous suivre, c'était l'amphi. Donc voilà, on avait déjà eu cette expérience de l'amphithéâtre. Et ici, le premier contact, je dirais que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vers les gens. Ouais, Donc, ouais, si tu en on as vient parlé pas, un peu depuis. Ouais, 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 mais bon, ouais. si on ne vient Mm. pas vers moi, franchement, j'aurais du mal à aller vers les autres. Et enfin, surtout avant. Et donc, en fait, j'étais quelqu'un qui était dans mon coin et qui restait avec les personnes que je connaissais le plus. Donc, Ok. par exemple, pendant des vidéos ou pendant des travaux pratiques, je pouvais me Mm. rapprocher de deux personnes. Mais je dirais que je n'ai pas vraiment eu à nouer ces liens-là avec des Français qui allaient au-delà de l'école. Et Mm. aussi, tout ce qui était les jeudis soirs, il y avait des soirées, ce genre de choses. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Je restais beaucoup plus chez moi le jeudi soir ou quelque chose comme ça. Je préférais rester chez moi. Donc, voilà. Je ne me suis pas trop intégrée, je dirais. Je ne me suis pas trop intégrée. Et je pense aussi que c'est dû au fait que j'avais déjà des personnes, je dirais des personnes que je connaissais. Donc voilà. Ensuite, je savais que je devais m'intégrer. Donc à un moment donné, ce que moi j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à la cafétéria de l'école. Donc, Ok. je suis inscrite en tant que volontaire pour servir lors des pauses, que ce soit la pause du matin, du soir ou du midi. Je me suis inscrite pour servir, pour faire le café, pour vendre en fait. Et donc, c'était bien parce que ça m'a permis d'un peu plus côtoyer le monde, je dirais, français sans rationnel, sans être raciste. Donc, ça m'a permis un peu plus de les côtoyer, d'apprendre à les connaître, leurs habitudes, ce genre de choses. Donc, voilà ce que je peux dire en général. Ben, d'accord, moi je trouve que c'est une bonne approche en fait. Pourquoi? Parce que bah, tu as trouvé une alternative par rapport
différentes manières de pouvoir t'intégrer. Je m'explique. Par exemple, il y en a pour mieux s'intégrer, préfèrent aller dans des soirées pendant le cours, dans la semaine, on va dire, dans la semaine, tu vois. Et toi, par contre, je t'ai dit, bah, c'est pas ton mode de vie, mais je dois quand même arriver à m'intégrer autrement. Donc, tu veux passer par le fait d'aller de travailler dans la cafétéria et ça te permet de, justement, de côtoyer le français, de vivre avec eux, de comprendre ses habitudes. Et c'est très important. Moi, je trouve que c'est important de mettre ça en avant, surtout dans l'émission, d'inciter les gens à comprendre que si tu vas rester en France pendant 5 ans pour tes études, bah, à un moment donné, il faut arriver à t'intégrer. Pourquoi? Parce que ça va te faciliter les choses à l'école ou te faciliter la vie. Parce que mieux tu t'intègres, bah, mieux tu seras, en fait. Parce que les autres vont aussi à peu près commencer à te comprendre. Donc, et le travail, c'est à nous de faire le plus grand travail. C'est d'aller vers les autres. Surtout, ben, Sam, si là, toi, t'es plutôt un peu réservé, donc tu vas pas forcément vers les autres, mais déjà franchir cette étape d'aller travailler à la cafétéria, moi, je trouve que tu allais même au-delà bah, tu as fait un effort considérable, quoi. Tu vois. Et pour des personnes qui sont peut-être comme toi, bah, c'est mieux qu'ils entendent ça, qu'ils comprennent que, à un moment donné, il faudra qu'on sorte de sa zone de confort. Donc, aller vers les autres, trouver un moyen de t'intégrer. On n'a pas besoin non plus voilà, de s'intégrer d'une manière aussi poussée que ça, mais comprendre quand même le code social. Parce que après ces études, ben, on arrivera sûrement à la fin de l'émission, je te poserai la question. Mais on continue d'abord avec tes expériences à toi. Du coup, la première année, ça s'est plutôt bien passé. Et je dirais, en dehors de tes études, est-ce que tu arrivais à créer des liens autrement ou pas? C'est-à-dire que quand tu es arrivé en France, tu avais un cercle d'amis déjà, ce qui était très bien, vraiment. Ça te permettait de te reposer avec ces cercles d'amis et tu ressentais pas vraiment le besoin de te créer d'autres relations. J'étais assez bien, ok? Mais en dehors de ça, est-ce que ça t'arrivait de faire d'autres activités, je sais pas, sportives ou je ne sais quoi d'autre, ou bien tu restais cantonné que dans ton monde et tu t'efforçais un peu à t'intégrer un peu de cette façon-là en travaillant dans la cafétéria, à la cafétéria. Bah, je dirais que dans mon école, il y avait quand même le privilège d'avoir beaucoup d'activités Hmm. qui, je dirais qu'il il y avait des points scolaires à gagner qui étaient nécessaires pour pouvoir valider, je dirais, son année ou son diplôme. Ouais. Et à travers ces propositions pour pouvoir avoir des points scolaires, il y avait justement le service à la cafétéria. Et en dehors de ça, D'accord. il y avait plein d'autres choses, par exemple la participation à des salons pour pouvoir accueillir des personnes, leur montrer l'école, ce genre de choses. Il y avait aussi tout ce qui était sportif. Parce que à côté de, je dirais, je sais pas, 600 mètres, 1 kilomètre, ouais, environ 1 kilomètre, oui, 1 kilomètre de l'école, il y avait Hmm. une salle de sport qui s'appelait le Schwabs. Et l'école avait un partenariat avec eux et ils nous permettaient de faire toute activité qu'on voulait pour pouvoir gagner des points périscolaires. Et, mais bien sûr, il y avait, comment je vais dire, une participation à faire à l'année pour pouvoir intégrer les Schwabs. Donc, il y avait quand même assez d'activités que l'école proposait, le rugby, le foot, le basket, la natation, Voilà. etc. Hmm. Sauf que moi, je ne me suis pas inscrite parce que déjà, je n'avais pas prévu ça dans mon budget. Je n'avais pas prévu payer quelque chose d'extra comme ça dans mon budget. Ensuite, je ne voyais pas trop au début ce que j'allais faire. Après, je me suis dit que je ne savais pas nager, ça pourrait être bien de faire la natation, sauf que il y avait une longue liste d'attente à la natation, donc c'était pas possible de faire ça. Ouais. Hmm. Donc, je dirais que moi, ce que j'avais fait, c'était ça, donc la cafétéria. En deuxième année, j'avais pu faire les salons pour accueillir les nouveaux, donc ceux qui sont venus, la promotion après nous qui sont venus du Bénin aussi. Et pour m'intégrer, je sais que j'ai tissé quelques liens avec mes voisins, les voisins de mon étage de ma résidence. Il y Hmm. avait aussi, il y avait aussi nos aînés, je dirais, quand j'étais en troisième année, nos aînés de la cinquième année qui étaient là, qui nous ont accueillis aussi. Ils ont partagé leur expérience avec nous. Et donc, je sais que j'ai tissé des liens avec leur promotion aussi. Donc, voilà.
Je pense que c'est D'accord. ouais, je pense que c'est tout, c'est tout. Après, il y a plusieurs façons de faire, hein, donc Ouais. il y en a plein, 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 et de manières de pouvoir s'intégrer. Mais c'est important ce que tu dis. En fait, il y a les aînés, donc ceux qui ont été là avant vous et qui vous ont partagé leurs expériences. Et donc, ça veut dire qu'il y avait une association dans cette école, des étudiants étrangers ou pas? Non? Bon, déjà, il y avait les alumni, mais moi, je n'étais pas des alumni, mais je dirais qu'en dehors de ça, c'était beaucoup plus du volontariat pour pouvoir D'accord, nous aider à nous intégrer, nous. Donc, nous qui, enfin, les étudiants qui venaient d'arriver, je dirais tous les étudiants africains. Donc, eux, on avait fait une rencontre avec eux parce que déjà, il y a l'école a une filiale à Casablanca. Donc, il y avait d'accord. certains Ouais. qui étaient venus de Casablanca pendant les vacances. Et donc, quelques jours après, ils devraient rentrer. Ok. Donc, quand ils étaient là, on a pu faire une réunion et l'avantage, en fait, c'était que on a pu se connecter aux personnes qui voulaient faire la même chose que nous. Donc, Hmm. on a pu connaître, par exemple, moi, je sais que je suis venue en France avec l'envie de faire l'architecture des réseaux. Et je me suis directement mise en contact avec les personnes qui avaient fait la dominante architecture des réseaux. Ceux qui voulaient faire D'accord. BTP sont connectés avec les personnes qui voulaient faire BTP. Donc, c'était beaucoup plus dans ce sens-là. Et aussi, c'était pour nous dire que ce ne serait pas facile, surtout pour trouver Ouais, des stages, ce genre de choses. Ils nous ont ouais, vraiment conseillé. Ils nous ont vraiment conseillé sur ce qu'on devrait faire, tout ça. Et après moi, je sais que je suis restée en contact avec plus d'une personne au-delà de ce que je voulais faire. En dehors de ça, il y avait nos aînés directs qui avaient des réunions régulières avec nous. Moi, je sais que j'étais aussi proche de ces personnes avant qu'ils ne partent du Bénin. Donc, eux, ils ont fait ok. plusieurs réunions avec nous pour nous, par exemple, nous montrer sur quel site on peut faire des recherches de stage, comment on doit avoir un CV, ce genre de choses, et C'est bien. avoir des coachings personnels avec eux pour nous accompagner en fait dans toutes ces démarches-là, dans ces changements de statut. Oui, ces changements. Et il y a aussi, je sais que quand on est venu, on nous avait donné des parrains ou des marrains. Et chacun d'entre eux, ils prenaient vraiment soin de, je dirais, leur filleul, je dirais, comment je dis ça? Ils prenaient bien soin de leur filleul. Et au début, c'est que moi, mon parrain, il m'avait accompagné dans tout ce qui était carte SIM, connexion, ce genre de choses. Et il était là jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était quand même assez intéressant. C'était quand même assez intéressant et important. Voilà. D'accord, oui, oui, ouais, oui, c'était très, très important même. Bah, en fait, je crois que c'était l'école qui avait mis en place un système comme ça. Ou bien c'est l'effort des étudiants étrangers entre eux pour essayer de mettre en place une structure comme ça. Hmm. Je dirais les deux. Ce que Ah, l'école a mis en place, c'était beaucoup plus nous, par exemple, si je prends ma promotion, moi, en tant qu'ancienne de l'école, je vais accueillir les nouveaux. Genre, je vais participer à leur intégration. Mais au-delà de ça, les aînés ont mis en place le système de parrainage justement pour nous accueillir, nous. Donc, ils étaient nos parents d'accord. et ils prenaient, je dirais, un ou deux filles en fonction de la promotion, du nombre de personnes qui venaient, ainsi de suite. Et je l'ai fait aussi. Ah ben non, mais c'est super bien. Ouais, Ouais, franchement, je trouve que ça t'a facilité un peu la vie. Donc, je ouais, dirais pas que tout a été facile pour toi, mais tu es passé quand même par des structures qui t'ont permis, toi, de mieux, bon, pas de mieux te sentir et mm, d'être dans de bonnes conditions, c'est ça. je dirais pas forcément des très très bonnes conditions, mais être dans, voilà, je dirais de bonnes conditions pour te faciliter en fait l'apprentissage. Ouais. Et ça, c'est super ça, en tout cas, pour cette école et pour les aînés qui vous ont aidé. Donc, et du coup, en deuxième année, déjà par rapport aux cours, je vais être un peu académique, par rapport aux cours, comment est-ce que tu as pu gérer ça? Est-ce que niveau difficulté, niveau rythme de cours, tu arrivais à bien suivre? Ou bien il a fallu que tu vous fassiez peut-être de groupes après l'école pour pouvoir réviser ou travailler sur des choses un peu compliquées. Je parle des groupes, pas des groupes qui sont formés par l'école, hein. Je parle de, voilà. Donc, des cours de groupe en dehors.
des études et tout avec des potes ou bien ou des collègues de classe? Ouais. Alors déjà, moi, j'étais quelqu'un naturellement qui aimait beaucoup travailler. Donc, j'étais toujours en train de réviser, de lire ou de, je sais pas, en Ouais. tout cas, quelque chose d'académique, de faire quelque chose d'académique. Et donc, c'était pas trop difficile pour moi de continuer dans cela quand je suis venue ici. Et je sais que dans le temps, quand même dans les débuts, j'avais des potes qui venaient chez moi ou vice-versa pour qu'on puisse travailler quand on avait des exercices, ce genre de choses, et d'autres qui venaient copier, bien sûr. Mais quand même, c'était quand même assez, côté travail, ça allait quand même. Même s'il y avait plein de choses à retenir, quand même, au début, comme je le disais tout à l'heure, puisque nous, on n'avait pas fait le même parcours, il y avait des choses qu'on Ouais. ne connaissait pas et dont on avait besoin, en fait, pour pouvoir avancer. Donc, c'était au début, il y avait beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à connaître, mais dès qu'on se familiarise, en fait, ça va plus facilement. Et après, en troisième année, on est entré en confinement. Et je sais que là, On va y c'était... arriver. Ouais. On va y Là, arriver, on va pas dire. non, Ouais, mais mais du coup, c'était la première ah, année. C'est la première ok. année. C'est la première année où on est entré en confinement. Et du coup, quand on est entré en confinement, je ne veux pas cacher que c'était plus difficile parce qu'on s'était isolé, chacun s'est isolé, chacun est rentré dans sa coquille. Donc, pour moi, je sais que c'était quand même plus difficile. Donc, voilà. Mais sinon, en général, quand même, les cours, c'était, si on se concentrait bien, ça allait. Même si Hmm. c'était un peu dense. Voilà. Et en D'accord. deuxième année, oui, ça allait aussi. D'accord. Mais du coup, la manière dont les étudiants se comportent avec le professeur, t'as pas choqué? Par exemple, ou le fait qu'on a beaucoup plus de liberté ici à parler aux profs, et c'est pas quelque chose qu'on fait souvent en Afrique, je dirais. Ah bah, en Afrique subsaharienne, de mon expérience, parce que quand je suis passé en Afrique du Nord, en Tunisie, j'étais dans une école privée et j'avais quand même un tout petit peu la même liberté, comme ça. Donc, une école privée. Après, j'ai jamais vécu une expérience publique là-bas. Donc, mais d'après ce qu'on m'a dit, ben, les expériences dans les écoles publiques, ben, on n'a pas de liberté. C'est un peu comme partout en Afrique subsaharienne. Mais du coup, toi, ça t'a fait quel effet, en fait, de voir tout ça? C'est parce que c'est quand même un gros changement, quoi, par rapport à la façon de pouvoir étudier et, ouais. Alors, déjà, nos aînés nous avaient un peu prévenus. Ah, ok. Mais quand je suis venue, j'avoue que c'était quand même un gros choc parce que je me dis, Ouais. ah, on parle à le professeur comme ça, sachant que nous, Ouais. on venait d'une école où on avait un professeur là, il était Hmm. comme assez strict, rigoureux, et Ouais. limite, c'était comme si c'était à lui qu'appartenait l'université. Donc, quand j'ai quitté pour venir dans un monde où les professeurs ne sont pas assez considérés, je me dis, mais je dirais, c'est un peu abusé, quoi. Sauf que moi, j'avais ma culture, sauf que j'ai pas pu la flexibilité que les étudiants avaient à parler avec les professeurs, je dirais même tutoyer les professeurs, je dirais diminuer les professeurs. Moi, j'ai pas pu, j'y arrivais pas en fait. Même quand on me disait que oui, je pouvais tutoyer le professeur, moi je me disais mais non, en fait, ça c'est, je dirais, c'est plus tard que j'ai commencé par le faire, mais même pas avec les professeurs, en fait, les personnes avec qui je travaillais. Par exemple, quand j'avais un job à côté, d'accord, mais à l'école, c'est vous, même si la personne me tutoie, je dirais vous, quoi. Au début, on me disait que oui, si on monte ça, c'est qu'on met de la distance. Moi, je me dis, si c'est pas de la distance, en fait, c'est c'est que je n'y arriverai pas. À moins que la personne me dise que, OK, on peut se tutoyer. OK, d'accord, là, maintenant, je me familiarise avec ça, mais sinon, c'était compliqué, en fait, pour ça. Mais Bah oui. après, je me suis dit que c'était dans leur culture, donc voilà, quoi. Hmm. Tout à fait, je vais répondre dessus, en fait. C'est dans leur culture et c'est important de comprendre ça. En Ouais. fait, nous, quand on vient d'Afrique ou de l'Afrique, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a un respect vis-à-vis des aînés qui est très élevé. Je n'ai pas dit qu'il faut changer cette façon de faire, mais en tout cas, nous les considérons comme très élevés, ce respect vis-à-vis des aînés. Donc, on tutoie difficilement les personnes âgées. Donc, on vous voit la plupart du temps les personnes âgées. Et on a grandi comme ça. Et
En tout cas, l'Afrique subsaharienne. En tout cas. Et quand on arrive en Europe, c'est un choc parce que ici, ils ont une autre culture. Donc, ils appellent déjà les aînés par leur nom et ils tutoient facilement les aînés. Et les aînés, ça les dérange pas. C'est ce qu'on doit comprendre. Ça les dérange pas du tout qu'on les tutoie. C'est peut-être dans le milieu professionnel et ça pourrait être parfois, par moment, dérangeant si c'est une autorité quelconque et qu'elle veut qu'on la vous voit. Mais la plupart du temps, même une autorité, parfois, te demande de les tutoyer. Donc, ce qui doit nous faire comprendre que quand on arrive en Europe, c'est difficile, comme Sam Silla, tu vois, il y a un peu du mal à vous voyez, à tutoyer plutôt. Je sais pas si après le temps, tu t'es quand même adapté avec ça, mais si vous retrouvez dans une situation où c'est un peu difficile, vous vous sentez gêné de pouvoir de pouvoir tutoyer des gens, de personnes âgées, bah, rappelez-vous, essayez de vous dire que vous n'êtes pas chez vous et qu'ici, bah, il faut quand même une petite forme d'intégration, en tout cas. Donc, et cette intégration bah, passe aussi par le fait je parle de ça parce que moi, j'étais en stage, je crois en troisième année ou en deuxième année, et j'ai travaillé avec voilà, mes tuteurs et ils me demandaient de les tutoyer. Et quand je le voyais, c'était un problème. Tu vois. Non, mais tutoie-moi. Ils disent ça tout le temps. Donc, c'est dans leur culture. Après, à vous de voir si vous voulez garder ce respect aussi poussé. Et puis, mais ça ne veut pas dire que si vous venez ici et que vous tutoyez les gens, vous devez copier-coller ça. Après, commencer à tutoyer les aînés, ça ne va pas passer. Donc, c'est deux cultures différentes. C'est important et c'est la première fois qu'on en parle même dans l'émission. Ouais, tu voulais dire, j'ai l'impression que tu voulais dire un truc. Oui, je voulais dire que après, si ça te dérange, il faudrait le leur dire. En fait, si par exemple, vous travaillez Mm. avec quelqu'un qui veut que vous le tutoyez, mais vous le voyez, dites-lui que j'ai du mal à tutoyer parce que voilà, dans ma culture, c'est qu'on voit les personnes qui ont, je dirais, plus d'expérience ou qui sont plus âgées que nous. Mais voilà, j'y travaille. Donc, genre, ici, quand même, ils sont assez transparents, je dirais. Ils sont assez transparents. Donc, voilà, quoi. Ne vous sentez pas obligé de tutoyer si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et vice-versa. Bah oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, ne le faites pas au Bénin. Pas du Ne tout, le ça ne faites va pas pas en marcher. Afrique. Donc, Quand vous rentrez, laissez la France à la France. Profitez de voilà, l'Afrique de l'Afrique. voilà, ce sera s'attirer beaucoup de problèmes, hein, beaucoup de problèmes. Ça, ouais. Oui, du coup, voilà pour ta deuxième année. Et du coup, tu arrives en troisième année. Et en troisième année, c'est quoi la différence avec les deux autres années déjà? Parce qu'en troisième année, tu as vécu 3 ans en France. Déjà, après 3 ans, si on a fait un peu d'effort, on arrive à s'acculturer un tout petit peu. Et on arrive à quand même à mieux se sentir en France. Donc, généralement. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu as vécu culturellement la vie sociale en France après tes 3 ans? Déjà, ce qui a changé entre la deuxième et la troisième année, je dirais que à partir de la moitié de la deuxième année, on a commencé les dominantes. Et les dominantes, c'est, je dirais, une petite spécification. Donc, on est allé en spécialité, sauf que ce n'était pas vraiment ça, puisque c'était juste 2 semestres. Et moi, je Hmm. faisais l'architecture de réseau et système d'information. Et c'était juste 2 semestres, donc c'était pas vraiment quelque chose de très, je dirais, pointu. C'était juste beaucoup plus les bases. Et il y avait D'accord. des choses à retenir en 2 semestres. Et en troisième année, le début de la troisième année, donc c'était la continuité du parcours de spécification donc des dominantes. Et c'était beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus simple Hmm. parce que quand on a commencé les dominantes, donc le semestre d'avant, on nous a donné beaucoup de théorie. Et le dernier semestre, donc la troisième année, oui, en troisième année, c'était beaucoup plus la pratique, mettre en pratique tout ce qu'on avait eu à apprendre, donc beaucoup de projets, on avait un peu plus de flexibilité sur l'emploi du temps. Donc, c'était ça. On travaillait en groupe quand même assez, même s'il y avait les partiels, bon, ça allait encore. Et je dirais qu'on avait fait un semestre à l'école et le semestre qui suivait, il fallait faire un stage de 6 mois. D'accord. Donc, Hmm. moi, mon semestre s'est étendu, ça fait s'est terminé en décembre dernier, le 16 décembre 2021. Hmm. Mhm. Et à partir de là, je pouvais faire un stage de 6 mois. Enfin, je devrais faire un stage de 6 mois. Et donc, pendant
les cours se sont vite déroulés, c'est vite passé. Et plus on se rapproche de la fin, plus on a envie de finir, et plus on se dit oui, oui, il faut que ça Mm. finisse. On a envie de finir, on a envie de passer à autre chose, de faire autre chose. Donc, c'était ça, en fait. Et côté culture, je dirais que franchement, ça allait parce que pendant les vacances, avant de commencer la troisième année, moi, je n'avais pas pu faire de stage. J'avais pas pu faire de stage. Et ce que je fais à côté, j'ai fait plein de petits boulots. Donc, ça m'a permis de vraiment déjà me familiariser avec les personnes d'ici, de connaître un peu plus les cultures, ce que les gens font, comment les gens vivent. J'étais serveuse dans plusieurs mariages, par exemple. J'ai vu comment les mariages se déroulaient ici, les réceptions notamment, comment ça se passait, comment les Le Français faisaient. mariage français? Oui, les mariages français. Comment ça se Oui. passait, le repas, ce genre de choses que les gens aimaient plus, aimaient pas. Et bah, au fil du temps, puisque je n'avais pas vraiment côtoyé les Français avant ça, là, j'ai vu que, en tout cas, surtout à La Rochelle, les personnes étaient vraiment sympas. Les gens, en fait, genre, sont super sympas, en fait. Et ce n'est pas comme en Afrique, même quand on ne te connaît pas, on essaie de te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'était beaucoup plus, je sais pas, genre, même quand tu es en tant que serveuse, on ne va pas te diminuer pour cela. Je sais qu'en Afrique, on peut te diminuer pour cela. Mais ici, quand même, ça allait, c'était assez flexible, c'était sympa. Les boulots que j'ai eu à faire, les personnes qu'on connaissait, que je ne connaissais pas plutôt, sont devenues des connaissances, ce genre de choses. Donc, c'était bien. C'était Ok. bien. Et puis, voilà. Ouais. Mm. Ouais, bah, c'est important ce que tu vas dire. Je vais rebondir après sur les stages. Mais avant d'arriver là-bas et même sur le petit boulot dont tu as parlé, bah, c'est important de dire que généralement en Europe, on a une façon de voir les choses où il n'y a pas de sous-métier en fait. Ça veut dire que tu peux faire même un travail de jardinier ou je ne sais, de bricoleur ou je ne sais de quoi d'autre. Tu seras pas mal perçu comme en Afrique, par exemple. En Afrique, il y a des boulots, quand tu le fais, excuse-moi, ben, on se sent diminué parfois par rapport à ces travails. Mais ici, en Europe, il n'y a pas de sous-métiers, ça veut dire que tu peux voir bah, un jardinier gagner bah, son argent, les SMIC, par exemple, et faire sa vie, acheter une voiture, hein, et vraiment faire sa vie. Et ça fait que ça équilibre un tout petit peu le relation ou la considération sociale qu'ont les gens par rapport à d'autres. C'est pourquoi, toi, tu l'as vite remarqué quand tu as commencé à travailler en tant que serveuse, bah, à un moment donné, bah, on t'est considéré, quoi. Bah, voilà, t'es serveuse, il n'y a pas besoin d'en dire plus, tu vois. Et puis voilà. Du coup, pour revenir sur tes petits boulots, tu faisais tes petits boulots pendant le vacances ou bien tu les faisais pendant que tu étudiais? Alors, j'ai commencé pendant les vacances parce que je voulais Mhm. commencer en deuxième année, sauf que j'avais pas pu trouver de boulot à côté. C'était Mhm. compliqué. Les gens revenaient de Covid, ne voulaient pas embaucher. Ils voulaient des personnes à plein Ouais. temps. Ou bien quand ils te proposaient un boulot, c'était pas vraiment flexible. Or, par exemple, moi, j'avais besoin, par exemple, de travailler que les week-ends parce qu'en semaine, Mhm. j'aimerais me concentrer sur mes cours. Et il n'y avait pas vraiment cette flexibilité-là. Donc, ce qui m'emmène à la fin de la deuxième année où j'ai pas fait de boulot. Mais pendant les vacances, j'ai pu trouver des petits boulots, donc des trucs, des missions d'intérim. Et c'est des missions ponctuelles où on t'appelle peut-être pour une mission, pour une soirée, pour une semaine, ce genre de choses. Et je dirais même que c'est beaucoup plus rémunéré que si on est à temps plein dans un job entier. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et chemin C'est faisant, beaucoup plus rémunéré ou bien c'est moins rémunéré par rapport à un job à temps plein? si c'est plus rémunéré, un job à Ah, une mission d'intérim, ça peut être à 12 euros l'heure, alors qu'un job, c'est 11 euros ou bien 10,99 ou 10,95, ce genre de mais du choses. coup, mais du coup, tu dois avoir plusieurs missions d'intérim pour gagner plus que celui qui est en CDI. Oui, mais si par exemple on t'appelle pour une mission de serveuse, je dirais, comment je vais dire, Hein? de 18h à 3h, à partir de 20h, quand il fait nuit, Ouais. on te paye double. Ou on te Ok. paye beaucoup plus, on te paye dans les 15, 16, 17 euros. Donc ça paye beaucoup plus que si tu fais, je dirais, même les mêmes horaires en job simple. Donc, D'accord.
Parce que la Mais nuit, du coup, c'est plus payé. d'accord. Mais du coup, ça t'a apporté quoi toutes ces expériences où tu as fait des jobs étudiants? Qu'est-ce que ça t'a rapporté de plus pendant tes études ou pendant ta vie en France, en Hmm. fait? Donc, ce que ça m'a apporté de plus, déjà, c'est m'ouvrir aux gens. Mhm. Ça m'a permis de vraiment m'ouvrir et ça m'a facilité la tâche à, je dirais, avoir plus confiance en moi et confiance en ce que je peux offrir aux gens. Donc, par exemple, j'arrive dans un milieu, aujourd'hui, j'ai moins de mal à aller vers des gens qu'avant. Avant, j'aurais pu être dans un milieu pendant un an, personne n'allait savoir que j'étais là. Alors, je sais que si aujourd'hui je vais quand même dans un nouveau milieu, je pourrais un peu plus facilement m'intégrer. Et surtout que pendant la troisième année, j'avais un job à temps plein, donc les week-ends. Et Ok. en semaine, c'était les cours. Le vendredi soir à 18h, quand les gens rentraient chez eux, moi, je prenais le bus pour pouvoir aller travailler. Et ça fait jusqu'au dimanche soir. Donc, ça m'a permis vraiment de travailler mon stress parce que le travail en cuisine, c'était dans un fast-food et c'est assez stressant. C'est assez stressant parce Mhm. qu'il y a le stress des clients, le stress des managers, ton propre stress. Et du coup, ça m'a permis vraiment de pouvoir gérer le stress parce que j'étais de base quelqu'un d'hyper stressé. Je stressais pour tout et pour n'importe quoi. Donc, ça m'a permis quand même de canaliser tout cela Ouais. de savoir quand il faut stresser ou pas. Et bon, maintenant, je ne stresse plus pour rien. Donc, voilà. Donc, franchement, j'ai beaucoup grandi pendant ces jobs, beaucoup plus que si, par exemple, je n'avais rien fait ou si j'étais à l'école. Ok. Donc, Mais du coup, toi qui aimes travailler, est-ce que ça n'a pas eu de répercussions sur ta manière de pouvoir réviser ou impacter tes notes, ou bien tu arrivais à gérer les deux euh, parfaitement, je dirais. je dirais que ça n'a pas eu de répercussions parce Mhm. que en semaine, je travaillais, par exemple, quand je rentrais des cours, je me faisais rapidement à manger et je me mettais à bosser sur ce que je devais bosser. Et Ok. après, du coup, ça, c'était mon rythme en semaine. Et Mhm. voilà, les week-ends, bah, je ne bossais pas spécialement à moins que j'avais pas peut-être un projet avant ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Ou je sais que des fois, ça m'est arrivé d'emmener mon ordinateur au travail pour pouvoir travailler. Donc, entre deux pauses, par exemple, où des fois, je travaillais je finissais à 11h, je reprenais à 18h au lieu de rentrer parce que c'était quand même loin de chez moi. Donc, au lieu de rentrer, je profitais pour pouvoir travailler, pour pouvoir maximiser le temps avant de rentrer. Et c'est que en semaine, je dormais dès que possible parce que La fatigue. ça prenait du temps, en fait, c'était fatigant. Mhm. Donc, dès que possible, je Mhm. dormais. Et j'avais cette habitude de faire des petites siestes. Donc, par exemple, à midi, je rentrais à 13h. Non, je rentrais à. C'est à quelle heure la pause? Je sais même plus. Je pense que je rentrais à 13h, je reprenais à Ouais. 14h. Mais j'arrivais quand même à dormir. Et donc, même 15 minutes de sommeil, en fait, moi, je dirais, régénérait. Et ça me Oui. permettait d'être beaucoup plus en forme. Donc, je pouvais faire ces mini-siestes-là. Et puis, voilà. Donc, je ne dirais que ça n'a pas eu de répercussions vraiment sur mon travail. Peut-être physiquement, c'est plutôt la fatigue qu'il faut arriver à gérer. Ouais. Ok. C'est ça. C'est plutôt la Ok. fatigue. Parce que, ouais, c'est vrai que c'était vraiment fatigant. Ouais. Mm. Après, j'ai eu des personnes de mon entourage qui étaient quand même assez présentes, je dirais, Mhm. des gens qui m'ont aidé parce que, par exemple, comme j'ai dit que je travaillais loin, les soirs, c'était compliqué de rentrer. À 23h, par exemple, j'allais rentrer. D'accord. Bon, il n'y avait pas de bus, ce genre de choses. Donc, j'avais des amis qui louaient la voiture qui venaient me chercher. Qui venaient me chercher, pardon. Donc, c'était quand même assez encourageant et ça m'aidait vraiment beaucoup. Toutes ces personnes Mm. qui étaient autour de moi. D'accord. Mais du coup, est-ce que toi, tu conseillerais à une étudiante ou à un étudiant qui passe par le même parcours que toi de pouvoir faire des jobs étudiants à côté? Et si oui, ça serait quoi l'intérêt? Si c'est né de gagner des sous pour être indépendant. Moi, je dirais que oui, je conseillerais à une personne.
outre le fait de gagner des sous, franchement, on apprend beaucoup. Et c'est comme le dicton qui dit qu'on apprend beaucoup plus en entreprise qu'à l'école. Et c'est vraiment vrai parce que quand on fait un job, on apprend, je dirais, on apprend à travailler, on apprend en fait, je dirais le milieu professionnel. Donc, ça peut ne pas être un job où on est en tant que serveur, où on est en tant que comment je vais dire, cuisinier, où on fait la planche, ce genre de choses. Ça peut être juste un job où on aide des personnes à réviser, on donne des cours de soutien à des gens. Il y a aussi le truc là, tous en tandem, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est beaucoup plus un truc où on va débattre d'un sujet avec des personnes âgées. Et c'est assez important, c'est assez intéressant parce qu'on se dit que oui, on apprendra quelque chose, on apprend toujours des autres. On apprend déjà sur le sujet sur lequel on va débattre, on va apprendre sur les personnes plus expérimentées puisqu'il y aura forcément des retours d'expérience. On va apprendre sur l'équipe avec laquelle on va travailler. Donc, je dirais que c'est quand même assez important sur ce côté-là là, de pouvoir faire des jobs maintenant. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Hein. On va apprendre pendant les stages ou en entreprise ou ce genre de choses. D'accord. C'est un point de vue très intéressant en tout cas. Donc, c'est une manière de pouvoir s'intégrer et de s'insérer dans la vie française, quoi. Ouais. Donc, voilà. Mais du coup, je voulais rebondir sur quoi? Oui, sur les stages. Ben, du coup, tu as pu trouver des stages. Et si oui, ça a été facile, du coup? Ou bien c'est l'école qui vous a donné un petit coup de pouce Bah, pour... pour les stages, l'école, je ne sais pas trop, ils ne donnent pas vraiment de coup de pouce parce que ils aident quand même à trouver des offres. Il y a une plateforme sur laquelle on est inscrit quand on s'inscrit à Lexi, où des entreprises mettent leurs offres d'emploi, ce genre de choses. Mais je sais que moi, je n'ai pas trouvé de stage sur ça. Et comment j'ai trouvé mon stage? Alors, c'était assez un challenge. Donc, je suis rentrée, parce que quand j'ai fini en décembre, quand j'ai Ouais, fini, je suis rentrée voir ma famille. Je suis rentrée au Bénin. J'ai fait un mois au Bénin. Je suis arrivée le 18 décembre au Bénin. Et je suis rentrée le 23, je suis rentrée le 24 janvier en France. d'accord. Je ne trouvais pas de stage ici. Je ne trouvais pas de stage. Mm, Donc, de base, on voulait finalement me faire un stage au Bénin. mm, Sauf qu'au Bénin, chercher un stage, c'était compliqué parce que l'entreprise qui m'avait accepté, qui voulait me donner le stage, traînait pour me faire la paperasse, tout ce qui était ok. me signer mon contrat, me donner mes missions. Parce que moi, j'avais besoin de mes missions, par exemple, du détail de mes missions pour pouvoir envoyer à l'école pour que l'école puisse valider. Et Mm, il ne voulait pas me faire ça. Je me rappelle que c'est moi-même qui ai rédigé ma fiche de mission à travers ce qu'on m'avait expliqué. Et je leur ai envoyé ça pour valider. Et je sais que la personne qui devait valider n'a pas validé. Donc, c'était beaucoup plus dans on m'envoie à gauche, à droite. Je devais commencer en janvier. Je suis allée en entreprise. On me dit non, que je ne peux pas commencer. On me dit à la semaine prochaine. La semaine qui a suivi, je suis allée. C'était toujours le même scénario. Et donc, je ne savais pas qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais. Donc, finalement, ma mère m'a dit de rentrer. Et ok. j'avais repoussé mon billet 2 fois déjà. Ma Et mère là, me on dit, est d'accord que ta mère t'a demandé de rentrer. Après, c'est en troisième, quatrième année ou après? non, c'était après parce que j'avais fini, en fait, j'avais fini l'école, j'avais fini Ok. tout ce qui Ok. était cours, il Mm, restait juste dans les stages. Donc ça, c'était en ok. janvier 2022 là. Et D'accord. le 22, je dirais vers les 20 janvier, comme l'entreprise ne voulait toujours pas me signer mon contrat, ma mère me Mhm, dit de ne plus repousser mon billet et de rentrer le 23. Donc, je suis ok. allée ici le 24 et j'avais un entretien dans le temps, je faisais aussi des entretiens en France qui D'accord. n'aboutissent pas. Et Mm, j'avais un entretien le mercredi de la semaine où je rentrais, donc je suis rentrée. J'avais même pas trop d'espoir par rapport à cet entretien. mm, Donc, je suis rentrée à La Rochelle le 24. Le mercredi qui a suivi, j'ai fait un entretien. Le vendredi, on me dit que c'est bon. J'ai trouvé le stage. Genre, ils m'ont accepté dans l'entreprise. Et c'était à Lyon. Et mm. donc, en même pas 3 jours, j'ai eu un stage. J'ai eu un logement à Lyon. J'ai déménagé en une semaine. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu mon stage de 6 mois. Et il me restait mon stage de 4 mois.
Et je savais que enfin, l'école m'offrait la possibilité de ne pas faire de stage encore, mais de pouvoir Mhm. signer un CDI directement. Ok. Et donc, j'ai trouvé le CDI à Toulouse. Et, sauf que Ok. pour le changement de statut, c'était compliqué puisque je n'avais pas de diplôme parce que l'école disait que oui, il me manquait un stage, donc je ne pouvais pas avoir de diplôme. Donc, c'était compliqué pour le changement de statut. Donc, finalement, l'entreprise a décidé de me prendre en stage d'abord et après, on s'est dit, donc voilà, là, je suis dans ma deuxième période, dans mon deuxième stage à Toulouse qui se termine en décembre. Et voilà, par la grâce de Dieu, j'aurai mon CDI en janvier. D'accord, mais du coup, c'est un parcours du combattant, quoi. Ah oui. Donc, bah déjà, tu perdais espoir pour pouvoir retrouver un stage, mais au final, ça s'est très bien passé pour toi. Tu as pu trouver un stage parce que j'avoue que c'est quand même assez difficile de trouver un stage, surtout si on n'est pas dans certains domaines comme l'informatique. C'est très compliqué parce que dans l'informatique, il y a beaucoup plus d'offres de stages que dans d'autres filières, quoi. Et mais bah, c'est bien, tu as pu trouver, et puis c'est super cool. Et là, du coup, tu as fini tes études la dernière année. Tu t'es senti comment après avoir fini tes études, avant de faire les stages? Ça a été euh, un sentiment d'accomplissement où toi, tu pourrais l'exprimer avec tes propres mots? Je dirais que quand j'ai fini en décembre 2021, je me suis dit, je me suis posé, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que ces 5 ans m'ont apporté en fait? Et je me suis rendu compte que, en dehors de sur le plan humain où j'ai vraiment grandi, sur le plan, je dirais, formation, je me suis Ouais. rendu compte que je n'ai pas vraiment grandi sur ce plan. Parce que quand j'ai commencé ma dominante architecture des réseaux, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Je ne voulais pas Mm. faire ça. Sauf qu'en parallèle, on avait des projets où j'étais la chef de projet dans un projet. Et nous, on avait des cours en plus. Donc, c'est ça qui m'avait beaucoup plus intéressée. Donc, tout ce qui était Ok. management, tout ce qui était gestion de projet, ça m'avait beaucoup plus intéressée que justement tout ce qui était construction des réseaux. Donc, j'ai fait les cours de ça. C'était intéressant. Hein, c'était intéressant. Mm. Les cours étaient assez intéressants, tout ce qu'on voyait. J'aimais bien faire, mais je ne me voyais pas finir dans cela, travailler dans cela à Ok. long terme. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que finalement, je ne pensais pas que j'avais grand-chose en tant que bagage intellectuel à, je dirais, offrir. Parce que même tout ce que j'avais, c'était beaucoup plus de la théorie. Je n'avais pas d'expérience pratique. Mais Voilà, plutôt ça. tout ça. Et aussi, je dirais que le projet que j'ai eu à faire pendant cette année c'était vraiment, ça m'avait vraiment aidé parce que ça m'a permis de mettre en pratique tout ce qui était gestion de projet, management. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir le stage que j'ai eu à faire, le stage de 6 mois précédent. D'accord. J'ai beaucoup appris, même si c'était dans le domaine de l'informatique, Mm. j'étais en tant que chef de projet digital. Mm. J'étais entourée de l'informatique, donc voilà, c'était quand même assez intéressant des deux côtés. Et donc, quand j'ai fini, je me suis pas dit que j'avais vraiment accompli grand-chose. Je me suis dit que c'était vraiment le début, en fait, de quelque chose d'autre. Le début de quelque chose d'autre. Je sais qu'à un moment donné, je voulais continuer mes études, mais je me suis rendu compte que ça n'aurait pas changé grand-chose si j'étais retournée à l'école encore. Parce que je me dis que, parce que je me suis rendu compte qu'à l'école, on n'apprend pas tant que ça. Donc, je me suis dit qu'il me fallait en fait que j'entre dans une entreprise où Ouais. j'allais pouvoir travailler et en même temps apprendre. Donc, faire des formations à côté, mais le plus important, ce serait pour moi de travailler et de mettre en pratique tout ce que j'allais apprendre en parallèle. Donc, c'est sur cette lancée que j'ai commencé à chercher un CDI au lieu d'une école et d'une alternance. Et voilà, bah là, je dirais que je suis au bon endroit. D'accord. Non, non, bah, c'était super bien, hein. Ben là, on est à la fin de l'émission. Je te demanderai bah, de dire un dernier mot pour tous ces étudiants et étudiantes qui traversent justement, qui sont en train d'étudier et qui se posent peut-être des questions
et qui cherchent des stages aussi ou qui sont peut-être bloqués, qui n'ont pas de repères, tu leur dirais quoi par rapport à tes expériences à toi? Ça pourrait les servir en quoi? Donc, moi, déjà, si je vous dirais quelque chose, c'est que on n'est pas dans notre pays. On n'est pas dans notre pays. Certes, on est en train de s'intégrer dans un nouveau pays. Donc, en fait, ce sera difficile. Ce sera difficile. Mais le plus important, c'est de persévérer, de ne pas abandonner. Parce que la recherche de stage, c'est un travail en soi, en fait. C'est une activité, je dirais même professionnelle en soi. Parce que chercher un stage, un travail, c'est quelque chose de vraiment il faut avoir le cœur solide quoi, pour pouvoir faire. C'est vrai que pour d'autres personnes, ça va facilement, ça ira. Bien sûr, il y a toujours une assiette a toujours deux faces, quoi. Mais je dirais Ouais, que pour les personnes pour lesquelles c'est compliqué de ne pas abandonner parce que je dirais que même dans la persévérance, on finit en fait par gagner en maturité. Moi, je sais que j'ai passé beaucoup d'entretiens et les entretiens que j'ai passés m'ont permis en fait de mieux travailler comment je me présente, de mieux travailler, de mieux appréhender en fait par rapport à un entretien. Je saurais comment je vais réagir par rapport à une question en fonction de la personne en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc, c'est une tâche, ce sera une tâche difficile, mais il ne faudrait pas abandonner. Et moi, j'ai Dieu, donc j'ai pas peur aussi. ok, d'accord. Ben, du coup, merci pour ces derniers mots. On est à la fin de l'émission. Pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, ben, je vous dis merci. Mais je vous demanderai une étape supplémentaire, c'est de pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker si vous n'avez pas encore liké et de partager la chaîne autour de vous. Ça va aider beaucoup d'autres étudiants qui arrivent ou qui sont en train d'étudier, mais qui sont bloqués ou qui ont perdu, qui ne savent pas comment faire, en fait. Donc, je vous dis rendez-vous prochainement avec un nouvel épisode, l'épisode 7 de Parcours Études. Et Sam, si là, je te dis encore merci. Et je vous dis salut. Bonne journée. Au revoir. C'était